Bienvenue à Virage, bien content de vous retrouver aujourd'hui à l'émission. Nous avons 3 voitures à vous parler aujourd'hui. BMW 330i, Mini Cooper électrique et aussi on va avoir la Outback Subaru Wilderness. C'est une Subaru qui a un petit peu plus de mordant qu'on va vous présenter un petit peu plus tard à l'émission. On va parler voiture électrique, salon véhicule électrique avec Charles Drouin de la Corporation Mobilis, des nouvelles de l'industrie et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage de telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions. Merci de le faire en grand nombre. D'ailleurs, c'est fort apprécié. Marc Bouchard, Jacques, bienvenue. Ça va bien? Oui, ça va bien, oui, Daniel, merci. Oui? En forme? Oui, toujours. Toujours en forme? Bon, parfait. On va parler d'abord de BMW aujourd'hui. On a la 330i pour branchable, évidemment. Donc, BMW fait des voitures hybrides branchables depuis fort longtemps, d'ailleurs. 2012, la première fois que la 3 a été électrifiée. Après ça, l'année suivante, on a vu la i3. 2016, là, ça fut la première génération de branchables. Donc, on électrifie nos produits depuis fort longtemps du côté de chez BMW. Pour cette génération-là, j'aurais aimé qu'on en fasse un petit peu plus, surtout au mode électrique, parce que branchable veut dire 100 électrique et où on peut faire une partie de notre autonomie globale 100 électrique. C'est 30 km. Donc, pour la plupart des gens, je pense que à Québec ou autour, si on tourne autour de la maison, là, on peut quand même se débrouiller pas mal. Ensuite, le moteur à essence embarque. Mais le fun est dans la conduite de cette voiture-là, messieurs. Oui, c'est ce que BMW a toujours fait, d'ailleurs, développer les véhicules, les rendre intéressants, agréables à conduire. Et la même chose arrive avec la 330i. Maintenant qu'elle soit électrique avec un petit bout de corde qui te donne 30 km d'éloignement de la maison, moi, je trouve qu'il aurait pu vraiment aller plus loin que ça. Je pense que si on voulait rester au niveau de la possibilité d'avoir une subvention, je pense qu'on est capable d'avoir, avec cette voiture-là, un démontant un petit peu d'argent, oui. Alors, c'est dans le but qu'on a sorti cette véhicule-là. Je ne vois pas d'autre chose. Mais c'est une voiture intéressante, agréable à conduire, bon frein, mais avant tout, il y a des sièges et une tenue de route extraordinaire. Bien, en fait, c'est ça. C'est que BMW, ça a toujours été des voitures de pilote. Quand on regarde ce qui se passe du côté des Allemands, tu sais, bon, Audi, Mercedes ont une façon de présenter les choses, mais BM, ça a toujours été des voitures qui ont été tournées vers le conducteur et elle ne fait pas exception. Bon, 30 km, évidemment, batterie de 12 kWh, c'est pas suffisant, c'est cher, c'est 55 000 $ quand on prend la version all-wheel drive, la version X-Drive. C'est pas donné, mais on a effectivement tout le plaisir. Et la beauté du moteur électrique, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un moteur extrêmement puissant pour avoir des accélérations vives, pour avoir une conduite dynamique intéressante. Et c'est ce que cette 330-là nous propose, justement, cette espèce de tenue de route particulière et des accélérations rapides parce que, bien, comme tous les moteurs électriques, c'est comme une lumière, on l'allume ou on l'éteint. Donc ça, c'est l'avantage. Le reste, écoutez, moi, je suis vendu à BMW. J'aime beaucoup BMW, malgré tous les problèmes qu'ils ont eu au fil des années. C'est probablement une des marques qui m'attire le plus au niveau émotionnel, je vous dirais. C'est des voitures qui sont émotives à conduire. Et ça, bien, définitivement, on est là avec ça. Bien, 252 chevaux au total, c'est vrai que c'est dynamique comme conduite, mais la série 3 chez BMW, ça demeure encore la référence. Oui, on essaie de l'électrifier, mais là, on ne voulait pas en faire trop chez BM parce qu'on arrive avec une nouvelle génération de plateformes qui va être fait pour des voitures électriques et pour placer des batteries de meilleure façon que dans cette plateforme-là. Donc, on va pouvoir justement aller chercher plus d'autonomie, voire 100 électrique. Et là, on va avoir vraiment la nouvelle génération de plateformes modulables qui va arriver dès l'année prochaine. Et là, on va pouvoir aller un peu plus de l'avant. Mais si on veut s'amuser avec cette voiture-là, pour le plaisir de conduire, le design intérieur, de la façon que BMW aménage le tout, c'est pratiquement irréprochable et ça demeure encore, selon moi, une référence dans l'industrie. Tu as parlé des problèmes qu'on a eus. Hey, ça fait quelques années que chez BMW, là, au niveau des Allemands, moi, je leur donne la pole position pour ce qui est de la fiabilité. On n'entend plus parler, alors qu'avant, c'est vrai que c'était un festival de lumière allumée dans le tableau de bord. Mais maintenant, ils ont, à mon avis, dépassé Mercedes et Audi.
Alors, vraiment, là, c'est une voiture assez exceptionnelle. Une voiture, puis je trouve qu'au niveau intérieur, au niveau matériaux, au niveau finition, moi, je me souviens qu'on montait à bord d'une BMW, puis regardez ça. Les cuirs plastiques. Les cuirs plastiques, tu sais, puis avec des gros grains, là, tu sais. On trouvait que c'était un cuir, en tout cas, moi, je trouvais que c'était en bon québécois, ça avait de l'air cheap, tu sais, puis mal ajusté, mal cousu. Là, tu regardes ça aujourd'hui, la finition, les coutures, tu sais. On le sait que les robots font de maudite bonne job quand ils sont bien programmés. C'est dommage que les voitures sedan comme ça, là, les 4 portes traditionnelles, soient moins populaires, mais il faut aller essayer cette voiture-là. Peut-être vous allez finir avec un X3, mais il faut quand même essayer cette voiture. Ouais. Puis moi, ce que j'aime, écoute, vous aimez ce genre d'affaires-là. Moi, ce que j'aime, c'est la technologie puis les gadgets. Et il y en a pas mal là-dedans, dont l'assistant personnel, à qui on peut parler. Hein? Je veux dire, bon, oui, il y a la commande vocale traditionnelle où on peut peser sur le bouton, puis bon. Mais tu peux lui dire « Hey, BMW », et elle va te répondre en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? » Et tu as juste à lui dire « Ben, j'ai froid », puis avoir remonté le chauffage d'1 degré, tout simplement. Donc, il y a vraiment un assistant personnel qui est de plus en plus intégré. Avec commentaire, Marc, parce que ce que j'aime bien, c'est que tu dis j'ai froid, donc j'augmente le chauffage, j'active les sièges chauffants et bientôt, ce sera beaucoup plus confortable. Donc, j'aime ça, parce qu'elle en met un peu plus, donc c'est vraiment le fun. Messieurs, j'ai aussi conduit la Mini, pas la BMW, mais la Mini Cooper électrique, 100% électrique, celle-là. Petite voiture, le fun, c'est une petite bébelle pour jouer autour de la maison. 177 km d'autonomie, 150 dans la vraie vie ou autour de ça. C'est une voiture qui est performante, qui est différente un peu, évidemment. Puis aussi, c'est une transition vers d'autres choses. Mais si vous voulez vous amuser avec cette petite voiture-là, ça, c'est dynamique à conduire. On parle du fun de conduire pour la 3, mais la Mini, oh, là, on est ailleurs parce que c'est vraiment agréable. La Mini, c'est un go-kart. Ça a toujours été un go-kart. Je veux dire, la façon dont elle est faite, avec les roues aux 4 coins, ça nous a toujours donné une grande stabilité. Dans la version électrique, on a des batteries en plus qui abaissent le centre de gravité. Ça la rend d'autant plus facile à garder en tenue de route. Évidemment, c'est lui le spécialiste pour moi, là, mais je veux dire, c'est d'autant plus facile. Même moi, je suis capable, ça donne une idée. Et le moteur électrique est super intéressant parce qu'encore une fois, on a ça. Moi, c'est évidemment la déception du 150 officiel, là, kilomètres d'autonomie. C'est une voiture qui est assez dispendieuse parce qu'elle a la qualité des matériaux, elle a la qualité d'assemblage. Elle est quand même faite par BMW, mais elle est assez dispendieuse. À 150 km, on a hâte que BMW dépasse un peu là, les éléments de base en matière électrique. La i4 et autres voitures. Parce que 150 km, on va vraiment pas loin avec ça. Là. Surtout quand tu achètes une voiture comme ça, il faut vraiment que ce soit une deuxième voiture. Parce que là, si tu as une première voiture, tu n'es même pas capable de te rendre à Drummondville, ou ailleurs, ou même peut-être pas à Montmagny. Fait que t'es pas loin, il n'y a pas long de corde. Pas vraiment non, c'est une bébelle pour aller t'amuser autour et vraiment profiter de la conduite qui est différente, le couple aborigène qui est assez spectaculaire. Donc, la douceur de roulement. La douceur de roulement, l'aménagement différent, les couleurs qui sont un peu différentes sur la voiture. Et elle attire l'œil parce que tout le monde faisait un pouce en l'air, puis il arrivait, puis tu es dans le stationnement, on vient voir autour de la voiture, on regarde un peu. Le petit jaune néon de certains éléments font qu'elle attire. Mais justement, c'est qu'il faut dire qu'au-delà de la voiture électrique, une Mini, peu importe sa forme, ça demeure un achat pour le design. Ça demeure un achat qu'on fait parce qu'on aime le style, on aime le look, on aime ce genre de voiture-là. Ça a toujours été le fun à conduire, ça a toujours eu un look différent. Là, en plus, on nous propose un moteur qui est oomph là, quand on accélère. Pas super puissant en bout de course, mais quand on part avec une Mini électrique... Je nous trouve exigeants en termes d'autonomie électrique. Bien, en fait, c'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir 500 km d'autonomie électrique. On peut... Juste, moi, là, avec cette voiture-là, si je n'avais pas fait par exprès pour dépenser mon électricité, dans mon quotidien, je n'aurais même pas besoin de l'essence. Ouais, le problème, en fait, c'est la comparaison. C'est là qu'on est exigeant parce qu'actuellement, pour 10 000 $ de moins, tu as une voiture qui te propose 400 km d'autonomie. Ouais. C'est là qu'on devient, peut-être qu'on aurait pu nous offrir un petit peu plus parce qu'on a une voiture qui est à 55 000 $. On s'attend à une coche supplémentaire, d'autant que techniquement, les Allemands ont toujours été en avance du point de vue de l'innovation. Et là, BMW prend un petit peu de retard. Oui, on attend la iX, on attend la i4, mais
on s'attendait peut-être à un pas de plus rapide de la part de BMW. Oui, puis on ne peut pas la comparer à une Volt. On ne peut pas la comparer à une Clarity chez Honda parce que c'est loin du rendement de ces véhicules branchables qui annoncent des 70 et un peu plus d'autonomie. Bientôt, apparemment qu'on va offrir une hybride branchable à 100 km d'autonomie. Je sais que c'est des chiffres européens, donc nous ici, ça va être encore un peu plus bon, on va aller un peu plus loin. Et c'est même difficile sur les sites de BMW d'aller chercher l'autonomie du véhicule parce qu'ils mélangent tout le système dans leur site Internet. Même si tu es dans la 3, tu vas arriver dans la section branchable, tu as toutes les branchables. Alors, c'est un peu confondant, mais il reste que... J'ai bien aimé cette voiture-là. Et en finissant sur la 3, j'aime les paliers dans le coffre parce qu'on sait que les batteries prennent un peu d'espace, mais tu peux abaisser aussi le seuil d'un simple mouvement du bras. C'est très bien fait aussi de ce côté-là. Et c'est made in Mexico. Hein. Je suis surpris quand j'ai lu ça, d'où ça venait. La voiture s'est fabriquée à 2 places, au Mexique et en Allemagne. Ça veut dire qu'ils ont réussi à installer la robotisation qu'il fallait au Mexique et d'avoir les gens attention. Il y a beaucoup d'usines au Mexique maintenant qui sont vraiment haut de gamme. Là. Ben, c'est ça, évidemment. C'est les dernières fabriquées. Effectivement. Est-ce qu'il y a un constructeur qui n'est pas au Mexique? Oui, c'est ça. Une chose qu'on n'a peut-être pas parlé, c'est au niveau de la calandre avant. Celle-là est encore, à mes yeux, à moi, intéressante. Mais quand on va dans d'autres modèles surtout les sports utilitaires, on l'étire en longueur, puis là, ça perd un peu de son charme. Il faudra s'adapter. Merci, messieurs. On se revoit tantôt. Avec plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage. Et au retour, Charles Drouin parle salon véhicule électrique. Restez là. Ce segment d'émission vous est présenté par la Corporation Mobilis. Pour un emploi dans le domaine de l'automobile ou du camion lourd, pensez Corporation Mobilis. Je suis maintenant accompagné de Charles Drouin, directeur général de la Corporation Mobilis des concessionnaires. Salut Charles. Salut. Ça va bien? Très bien, merci. Bien content de te recevoir, surtout qu'on va parler salon de l'auto. Et lorsqu'on parle salon de l'auto, ça veut dire de bonnes nouvelles pour la plupart des gens qui avaient hâte justement d'un salon de l'auto. Mais là, cette fois-ci, c'est pas le salon de l'auto régulier, c'est le salon de l'auto véhicule électrique qui va avoir lieu cette année. Parle-moi un peu de ce salon-là et d'abord, content qu'il y en ait un. Également très, très heureux qu'il y en ait un parce qu'il faut se rappeler que l'année dernière, le salon a été annulé. Donc, cette année, le salon du véhicule électrique est présenté par IA Service aux concessionnaires. L'événement a lieu les 1er, 2, 3 octobre au Centre de foire de Québec sur le site d'Exposité. C'est plus de 70 000 pieds carrés d'activité, une 50aine d'exposants. C'est tout ce qui concerne de près ou de loin l'électrification des transports. C'est vraiment, je dirais, l'endroit idéal pour venir magasiner, venir s'amuser, venir se renseigner sur tout ce qui touche justement l'électrification des transports. C'est sur 3 jours et tout y est là, pour plaire aux visiteurs. Bon, évidemment, il faut parler des mesures sanitaires là, parce qu'on n'a pas le choix, on n'y échappe pas, bien sûr. À quoi les gens vont être confrontés? Bien, bonne nouvelle, au moment qu'on se parle, actuellement, les salons sont considérés comme les centres commerciaux. Donc, le passeport vaccinal n'est pas exigé lors de l'entrée pour les visiteurs. Par contre, toujours au moment où est-ce qu'on se parle, le port du masque est obligatoire et évidemment, il va y avoir plusieurs stations pour se désinfecter les mains réparties à l'intérieur du centre de foire. Pour nous, ce qui est important, évidemment, c'est la sécurité des visiteurs et la sécurité de nos employés. OK. Donc, les gens vont se présenter. On ne peut pas s'attendre à avoir une file interminable avant d'entrer dans le salon. Donc, ça va bien aller rondement. Oui, absolument. Ça va aller rondement. Bon, qu'est-ce qu'on va retrouver sur place? Est-ce qu'on va avoir des primeurs mondiales, internationales? On va avoir des primeurs. Premièrement, plusieurs manufacturiers, une douzaine de manufacturiers. Fait que nous, on est très honorés de ça, là, après seulement 2 ans de nouveaux salons. Dans les manufacturiers, rapidement, Audi, Ford, Hyundai, Volvo, Kia, Lincoln, Tesla, Nissan, Porsche et même peut-être des nouveaux manufacturiers là, qui vont s'ajouter au courant des prochains jours. Puis pour ce qui est des primeurs,
vraiment extrêmement fiers. 4 primeurs canadiennes. Donc, OK. c'est la première fois que ces véhicules-là vont être présentés Ici, au au Canada Ah, wow. et dans la ville de Québec. Donc, le premier modèle, c'est la toute nouvelle Audi Q4, le e-tron. Ouais. Par la suite, dans le Ioniq 5 dans la famille de Hyundai. Un tout nouveau venu, un VUS chinois, nouveau manufacturier, Imperium, avec le modèle ET5 et le dernier, mais non le moindre également, la Porsche Cayenne, mais le modèle Cross Turismo, qui vont être vraiment en primeur canadienne. Puis sinon, pour les visiteurs, bien évidemment, la Kona avec Hyundai, tout ce qui est Kia Soul EV, la Niro EV également, Sorento PHEV, la Leaf, qui est un classique chez Nissan, la Escape de chez Ford, le nouveau Mach-E, donc Mustang de Ford également. L'ensemble des modèles Tesla vont être présents. Polestar, donc le petit frère de Volvo, Ouais. avec le modèle 2 qui vont être présents également. Lincoln, donc le Corsair et l'Aviator dans les modèles PHEV, bien évidemment. Toyota également, avec Prius, Prius Prime, même la Mirai, donc avec la voiture à hydrogène aussi, il n'y a pas seulement d'électricité. Donc, je dirais, il y a vraiment une super belle gamme pour plaire à l'ensemble des visiteurs. Des autos, mais il y a aussi un petit monde connexe à tout ça là, qui va être aussi sur place. On va pouvoir faire des essais routiers aussi? Oui, c'est la deuxième année qu'on fait ça, justement. C'est super apprécié de la part des visiteurs. Ouais. C'est très, très simple. Les visiteurs vont dans le kiosque du manufacturier pour choisir le modèle convoité. Premièrement, c'est gratuit. Principe premier arrivé, premier inscrit. Et lorsqu'on a fait l'inscription, bon, il y a un horaire qui est établi. La voiture, on rentre dans la voiture à l'intérieur du centre de foire et on fait une boucle à l'extérieur, une boucle de 5 km. Puis ça permet de démystifier justement un peu l'électrification des transports, de conduire le véhicule. On en profite pour poser des questions parce que les gens qui vont accompagner aussi les conducteurs, c'est des gens qui sont spécialisés. Et au Québec, Daniel, tu le sais, on est précurseur. 50 des véhicules vendus au Canada sont vendus au Québec. Mais il reste encore beaucoup, je dirais, d'éducation, beaucoup d'enseignements à faire pour venir simplifier, répondre à l'ensemble des questions. Il y a d'autres manufacturiers, d'autres choses autour, comme je disais, là, dans l'électrification que les gens vont pouvoir voir. Il y a des exposants aussi connexes à l'industrie automobile. Oui, il y a une cinquantaine d'exposants qui sont sur place parce qu'on dit salon du véhicule électrique. Mais dans quelques années, peut-être qu'on va y retrouver également des skidoo électriques, des bateaux à moteur ou même des tondeuses. Mais là, actuellement, il y a environ 5 exposants qui offrent des vélos électriques. Également des plus petits véhicules électriques, c'est-à-dire trottinettes, gyropodes, scooters électriques, tout ce qui touche les bornes de recharge, panneaux solaires, les entrepreneurs en électricité, les organismes gouvernementaux, les gens qui font des applications aussi pour savoir où sont situées les bornes de recharge. Parce que c'est le fun de conduire un véhicule électrique, mais c'est le fun de savoir également où est-ce qu'on peut charger notre véhicule quand on fait la route. Donc, il y a vraiment une belle gamme de diversité d'exposants. Super intéressant. Pour terminer sur une bonne note, la semaine dernière, c'était le golf de la corporation. Et évidemment, c'est au profit de la Fondation Mobilis. Puis tu as une bonne nouvelle pour nous? Oui, jeudi dernier, il y a eu le golf. Ça a permis de ramasser presque un record, 53 000 $. C'est plus d'1,5 million qui a été ramassé depuis le début de la création de la Fondation. La Fondation a été créée par les concessionnaires et ça en vient en aide. Ça vient, je dirais, simplifier, en tout cas, ou faciliter la vie des gens qui vivent avec des problèmes de mobilité. Merci beaucoup, Charles. On répète les dates. 1er, 2, 3 octobre, Centre de foire de Québec. Merci beaucoup. Merci. Alors, Charles Drouin, directeur de la corporation Mobilis. On s'arrête à Virage et au retour, vos nouvelles de l'industrie. Voilà de retour pour les nouvelles de l'industrie avec Marc. Plusieurs nouvelles marques. On commence avec Rivian. Oui, Rivian, le constructeur que tout le monde pensait qui était pour fermer ses portes rapidement, et le constructeur qui finalement sort le premier camion pick-up électrique, le R1T. Écoute, quand on dit qu'il sort le premier, là, c'est vrai, ils ont sorti un véhicule de la ligne de production et il a été officiellement livré à un client. Donc, ils ont devancé tout le monde. Bien sûr, le F-150 Lightning qui va arriver un peu plus tard l'an prochain et le célèbre Cybertruck dont on ne sait toujours pas de quoi il aura l'air en version de production. Et le Hummer. Et le Hummer, annoncé à grande pompe. qui n'est pas vraiment un pick-up par contre, là, tu sais, qui est comme plus Ouais. un gros VUS. Bref,
On a dépassé tout le monde. C'est surtout ça qui est impressionnant. C'est vraiment impressionnant parce que moi, lorsqu'on sait que Rivian était associé avec Ford Oui. et qu'il devait fournir la base pour le F-150 électrique, lorsque Ford a annoncé qu'il abandonnait Rivian, moi j'ai dit c'est fini, Oui. la compagnie vient de tomber parce que le modèle d'affaires devait reposer sur une méga production. Mais non. Ils sont là. Ils sont là, ils ont résisté et ils livrent des véhicules. Des véhicules. Premier véhicule prévu en novembre au Canada pour la modique somme de 97 000 $. C'est la version édition de lancement, bien entendu. On le rappelle, 4 moteurs électriques, 750 chevaux, 829 livres-pieds de couple, ce qui est quand même assez spectaculaire. On dit qu'il y a une capacité de remorquage de 11 000 livres et, bien sûr, là, pour tout le couple qui va avec, tout le transport. L'autonomie? 1760. On parle d'à peu près 480 ou 640 selon le type de batterie choisi. Donc, c'est quand même impressionnant. Évidemment, on va attendre de voir ce que ça va donner pour vrai sur la route parce que c'est facile de le dire. Mais rappelons que quand même, c'est impressionnant et qu'il y aura un deuxième véhicule qui devrait sortir sous peu. Ça, c'est le R1T. Il devrait y avoir le R1S, qui est en fait un VUS, qui, lui, devrait être à peu près sur la même plateforme, mais avec une capacité de remorquage un peu diminuée. On parle de 5 000 livres à peu près. Là. Voilà. Du côté de chez Nissan, on n'en finit plus de finir avec la Nissan GT-R. On pensait qu'elle était pour mourir à un moment donné de sa belle mort. Et non, on nous amène une nouvelle version, la GT-R T-Spec, qui, dans les faits, change de couleur. C'est à peu près tout ce qu'elle a de différent. En fait, c'est le reste, bien, écoute, on a les freins Nismo qui viennent avec, mais pour le reste, ce sont 2 couleurs spécifiques qui sont offertes au Canada. Ça s'appelle Jade de millénaire et Violet de minuit. On étire la sauce parce que, d'après moi, on prépare quelque chose d'autre. On prépare une nouvelle super voiture, mais on ne veut pas trop nous le dire. On ne peut pas savoir exactement qu'est-ce que ça va être et qu'est-ce que ça va avoir l'air. Donc, on étire un petit peu la sauce de cela. Et pourquoi pas? Parce que c'est un rapport qualité-prix intéressant quand même. Oh, de moins en moins, par exemple. Oui, il l'a augmenté, mais quand même. Tu vois, la version, on dit que celle-ci se vend à peu près, mais en fait, pas à peu près, 162 498 $. Quand même. Et si tu vas te chercher une version GT-R Nismo, 279 498 $. Là, tu commences à jouer dans les ligues très, très, très majeures à près de 300 000 $. Là. On s'entend. C'est pour ça qu'ils n'en vendent plus. Exactement. Du côté performance, Subaru qui nous a enfin dévoilé la WRX. Une voiture qui devait être dévoilée dans le cadre du Salon de New York. Salon de New York qui a été abandonné. Donc, on l'a dévoilée récemment au cours des derniers jours. Écoute, elle est belle, là. Mais on n'est pas dans l'extrême. Hein? T'as-tu dit elle est belle? Bien, elle n'est pas laide. Je veux dire, elle est ordinaire. C'est une WRX, Marc. C'est là que Subaru doit s'éclater, doit avoir du fun, doit nous amener du design. Elle est moins dynamique que l'ancienne génération. Ouais. À quoi tu penses? Bien, en fait, c'est ça le problème chez Subaru, c'est qu'on dirait qu'on n'est plus capable de s'éclater. On nous amène des véhicules qui sont d'un ennui mortel. C'est une WRX, les amis. Oui. Enfin, on a Au mis moins, un l'intérieur petit peu, est beau. On a mis un petit peu de moteur. On a mis l'intérieur du Outback. Ben oui, il est beau, l'intérieur du Outback. Faut que tu fasses une voiture sport. T'en fais une, t'en fais pas. Moi, je rappelle le commentaire d'un de nos collègues journalistes qui dit toujours que la division design de Subaru, c'est une boîte à suggestions sur le bord de la cafétéria. Écoute, ça a l'air de ça. Par contre, on va quand même dire, on a un moteur 2,4 litres, 271 chevaux. C'est une augmentation de 3 chevaux par rapport à l'ancienne version. Par contre, la vraie nouveauté, c'est la transmission, que l'on dit 30 plus rapide en montée, 50 plus rapide en rétrogradation, ce qui devrait quand même offrir un comportement beaucoup plus sportif. On a refait les suspensions. Écoute, je ne peux pas dire que c'est un véhicule qui n'est pas joli, là, mais c'est pas à ce à quoi on s'attendait, mettons. Bon, c'est pas beau, là. Ça, on va se le dire, là, surtout dans cette couleur-là. Ouais. Mais c'est une voiture le fun, c'est une voiture solide, c'est une voiture durable si on ne joue pas dans la mécanique, qui a un bon comportement, qui fait tout de bien ou à peu près, qu'on peut aller sur la piste, on peut s'amuser, puis on peut la conduire à tous les jours. Mais si on va aller chercher les jeunes du côté de chez Subaru, puis si on va aller... Il faut arriver avec quelque chose un petit peu plus dynamique. C'est décevant au niveau du rendu esthétique du véhicule. Autant, oui, c'est beau à l'intérieur, mais qui veut d'un intérieur d'Outback, là? Voilà, je suis d'accord avec toi. Bon, c'est le moteur de l'Outback. L'écran est le fun, les affaires sont le fun, tout, mais on doit
à mon avis, pour arriver dans le marché, à être un peu plus dynamique. Quand tu dis que la Toyota Corolla est plus dynamique que ça, là, Mais en attention. fait, ce qui est décevant, c'est qu'au fil des ans, Subaru nous a présenté des concepts absolument spectaculaires. Puis jamais ils ne trouvent le chemin de la production, ce qui est un peu décevant. En fait, ce qui est le plus spectaculaire chez Subaru, c'est leur communiqué de presse, parce qu'on nous dit, par exemple, que les phares arrière sont conçus pour rougeoyer tel le magma d'un volcan. OK. Alors, c'est pour ça que je te dis, on est beaucoup dans le marketing. On a un peu oublié l'aspect mécanique. C'est un peu dommage. Mais bon, fibre de carbone, tu sais, il y a des trucs, là. C'est une voiture qui va être encore dynamique, mais tu as raison, elle n'a pas le côté spectaculaire qu'on espérait. Du côté des affaires, je vais être obligé de te dire de retenir tes larmes, Daniel. Bon, encore. Oui, parce que Ford a annoncé officiellement qu'ils abandonnaient l'EcoSport. Ah oui. Il existait, lui. Il existait. Cette année va être la dernière année. L'année prochaine, on va écouler les inventaires. La raison de ça, d'une part, c'est que ça ne se vend pas. Hein, on s'entend. Il est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Baisse des ventes de 31 cette année au Canada, ce qui est énorme. Et l'autre élément, c'est que Ford a annoncé qu'il ne fabriquerait plus de voitures en Inde. Et ce véhicule-là était complètement assemblé en Inde. Donc, c'est terminé pour le Ford EcoSport. Et pas seulement chez nous, aux États-Unis non plus. Fini l'EcoSport. Alors, je te dis, retiens tes larmes. Je sais à quel point tu vas être peiné. Il a été mal vendu dès le départ parce qu'on disait que c'était un remplacement à la fois du Focus et du Fiesta. Ouais. Mais par contre, à 10 000 plus cher. Alors, évidemment, là, les gens arrivaient pour s'acheter un véhicule à 15, 16, 17, 18, 19, même 20 000 Puis là, on était beaucoup trop cher et c'était très petit. Très petit, mécaniquement pas vraiment intéressant. Le moteur 1 litre là-dessus, c'était pas vraiment suffisant. La portière arrière qui s'ouvrait dans le mauvais sens. Bref, il y avait beaucoup de défauts pour ce véhicule-là qui n'a jamais trouvé son créneau et qui, bien là, disparaît au cours de la prochaine année. On va se fier au Maverick comme modèle d'entrée de gamme maintenant? Oui, à 25 900 pour la version de base. Il y a de l'espace chez Ford pour rentrer un autre petit véhicule. Oui, on va voir ce que ça va donner. On sait qu'il y en a beaucoup, entre autres les Focus Active qui sont vendus en Europe, qui pourraient peut-être être une bonne idée chez nous. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête au retour de la pause. Subaru Outback Wilderness. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on avait été du côté de Whitehorse essayer la fameuse Outback. Et depuis ce temps, on a une grande nouveauté. Subaru nous amène la version Wilderness. C'est une version qui corrige quelques lacunes que celle-ci avait dans le passé. On sait que la garde au sol n'était pas nécessairement très élevée. On sait aussi que la CVT limitait un peu en mode sortie hors route la puissance qu'elle livrait aux roues pour avoir de la traction. On sait que les pneus, c'était pas très agressif. Et voire même aussi le fameux X-Mode qui parfois tout simplement se désengageait lorsqu'on passait une certaine vitesse. Subaru a compris que ses clients n'en voulaient plus, surtout quand c'était le temps de sortir hors route. Et voilà qu'on arrive avec cette version-là qui est beaucoup plus agressive. En réalité, on dirait qu'on retourne à la source de ce que c'était un Outback dans le passé, c'est-à-dire une berline véhicule sport utilitaire qui était capable de se rendre plus loin que n'importe qui. Il faut faire attention, ce créneau-là, ce n'est pas nécessairement un véhicule avec lequel on va aller gravir des roches, même si on veut faire face aux plus compétents dans cette classe-là, mais on veut trouver un point, un juste milieu pour une bonne balance entre le confort et justement d'être capable de sortir hors route. Lorsqu'on va regarder l'extérieur, ce qui frappe, c'est surtout l'omniprésence des plastiques. On aime, on n'aime pas, mais vous allez remarquer aussi à l'avant, vraiment sur le côté, encore une fois, un matériau qui, ma foi, ne semble pas trop graffiner avec le temps, mais c'est exactement fait pour ça. S'il y a des obstacles qui frottent, ça ne sera pas la belle peinture bleue qu'on a présentement, couleur assez unique d'ailleurs. On ne peut pas aussi aller sans remarquer sur le capot cette section-là qui est plus mat. Dans le fond, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir les reflets du soleil qui plongeraient sur le capot lorsqu'on va faire des sorties hors route. Surélévation du véhicule, regardez-moi ça, exactement comment Subaru se démarquait dans le passé. Du côté canadien, 9,05 pouces de garde au sol. Pourquoi? Parce qu'ici, on est chanceux, on est capable d'avoir les plaques de protection par défaut. Ce n'est pas en option, c'est directement standard avec le véhicule. Protection au niveau de la transmission, au niveau justement ici de l'avant et voire même du différentiel à l'arrière. Si jamais on frappe un rocher, aucune problématique. C'est sûr que lorsqu'on regarde aussi sur le toit, si jamais vous êtes en mode camping aventure, regardez-moi ça ici,
l'attente, on est capable de supporter jusqu'à 700 livres lorsqu'on n'est pas en mouvement. C'est sûr qu'on baisse un petit peu aux alentours de 200 livres quand on va être en mouvement, mais c'est amplement, déjà que c'est caverneux, parlez-moi de ça. C'est vraiment des attaches qui sont extrêmement solides aussi. Vous allez remarquer quelques additions or, comme ici tout juste au-dessous des phares auxiliaires qui sont rendus ronds. Ça va nous permettre de visser notre fameux crochet pour nous donner un coup de main si jamais on reste pris en mode hors route et qu'on a une arme charitable autour de nous. Bien, vous allez voir qu'il y a 4 points d'ancrage, 2 en avant, 2 en arrière. C'est pas des vrais gros crochets robustes, mais on nous a confirmé du côté de Subaru que même si c'est vissé, ça va être extrêmement résistant et qu'on va être capable de sortir le véhicule sans problématique. J'adore le look beaucoup plus agressif de la Wilderness Edition. Allons l'essayer. Parlons motorisation et comportement routier. Déjà là, en partant, la mécanique, c'est connu. C'est le 2.4 turbo compressé qu'on avait à l'intérieur des versions XT. Il faut dire qu'on a quand même modifié la CVT cependant. Lorsqu'on sort en mode hors route, ce qu'on veut, c'est avoir une révolution moteur un petit peu plus importante ainsi qu'une vitesse un peu moins élevée. Donc, en modifiant la plage dans laquelle la CVT peut travailler ainsi que le ratio du différentiel en arrière, on a un véhicule qui va être capable de mieux grimper et qui va être capable de livrer une meilleure traction aussi. On va avoir la possibilité aussi de refroidir cette CVT-là avec justement une addition d'un refroidisseur. Ce qu'il va faire, c'est que ça va être très, très solide. Du côté comportement routier sur la route, donc c'est important d'être balancé. Malgré qu'on a des pneus très agressifs, jetez un coup d'œil là-dessus, regardez, on a utilisé des pneus Yokohama Geolander. C'est un pneu qui est AT, mais pas nécessairement très agressif. AT pour all-terrain, bonne largeur, bonne grosseur, mais c'est sûr que c'est pas un BF-KO2, du Nokian Rotiva ou encore un Firestone AT. On va avoir un comportement routier qui va être très, très bien, que ce soit sur la route, sur le bitume. On va avoir un niveau sonore qui va être quand même très bas. Plus vous allez avec un pneu agressif, plus vous allez l'entendre quand vous roulez. Et l'insonorisation à l'intérieur de cet Outback-là est vraiment impressionnante. Vous allez avoir aussi la possibilité de remorquer jusqu'à 3500 livres avec ce véhicule-là. Et en partant, lorsqu'on va sortir aussi des sentiers battus, on va appuyer sur le bouton X-Mode. Reprogrammation complète de ce système-là dans la version Wilderness. On a un véhicule qui va être capable de mieux réagir à la roue qui va perdre la traction. Et voire même dans le mode double, donc le mode justement où est-ce qu'on va avoir une profondeur de boue et de neige, lorsqu'on va dépasser la vitesse de 40 km/h, le système va être toujours là, toujours présent, ce qui n'était pas le cas dans les versions précédentes de la Outback. Donc, avec tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un véhicule qui est extrêmement agressif en route. On a littéralement passé dans des zones inondées. On a eu de l'eau qui s'est élevée très, très haut au niveau du véhicule. On a eu de la boue, on a eu des rochers. Parfois même, ça a été difficile, mais la Outback reste smooth dans peu importe quelles conditions. On a une douceur de roulement, voire même la suspension qui, malgré qu'elle est surélevée, malgré qu'on a joué au niveau des amortisseurs, voire même au niveau des ressorts, ça ne cognera pas, ça va toujours rester smooth, exactement comme l'ensemble des versions des Outback, mais malgré qu'on a une version plus agressive. Lorsqu'on sort hors route aussi, bien, on a des angles d'attaque qui sont plus agressifs, voire même des angles de départ aussi. Ça, qu'est-ce que ça va aider? Mais lorsqu'on a un rocher ou encore une pente devant nous, il n'y a pas rien qui va frotter au niveau du véhicule. C'est sûr que la Outback, n'est pas celle-là qui va être la plus habile en route lorsqu'on le compare justement à certains véhicules sport utilitaires qui ont un certain logo spécifiquement fait pour les sentiers. Mais on vient jouer dans un créneau où est-ce qu'on est très bien balancé et il n'y a pas grand véhicule qui peuvent se vanter d'avoir cette douceur de roulement-là sur la route et voire même ce côté-là assez agressif en route qui va être capable de vous amener très loin. Votre chalet, votre camp de pêche, votre camp de chasse ou encore au travers d'une bonne tempête de neige. Du côté de l'intérieur maintenant,
Ça ressemble pas mal à une Outback régulière, à l'exception des bancs où est-ce qu'on a vraiment mis un motif unique. Mais ce qu'on aime de ceux-ci, c'est que même si on a de l'eau, même on a de la saleté, ce matériau-là, ça va se nettoyer facilement. On a fait l'ajout de tapis protecteurs aussi à l'intérieur et c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, si vous regardez mes jeans, c'est sale et on va être capable de justement retenir toute la terre, tout le sable. C'est la même chose aussi dans le coffre. Pour le reste, pas grande modification, c'est quand même assez discret, des petits ajouts de couleurs, mais on retrouve le bon vieux classique Outback, c'est-à-dire un véhicule qui est confortable, un écran qui est quand même surchargé cependant, mais le tout est quand même à portée de main et facile d'utilisation. Parlons prix maintenant. Une version Outback de base va se détailler un petit peu plus que 33 000 $. Pour la version Wilderness, qui selon moi est extrêmement bien équipée, on parle d'un petit peu plus que 44 000 $. Du côté des points négatifs, ce que j'aurais aimé cependant qu'on améliore, c'est vraiment d'avoir les sièges ventilés à l'intérieur du véhicule. Ça, c'est un grand manque aussi. Voire même au niveau du chargeur sans fil, bien que du côté canadien, on l'a standard, c'est pas une option, c'est très petit. Si vous avez un gros téléphone, malheureusement, on ne sera pas capable de le placer tout simplement à l'intérieur. Il y en a qui trouvent le style discutable. En photo, c'est vrai. En réalité, je le trouve vraiment bien. Il faudra peut-être attendre de le voir par vous-même aussi. On se rappelle aussi que ce n'est pas nécessairement une version qui va être faite pour aller dans les rochers du hors-route très agressif, malgré qu'on peut toujours pousser plus loin avec celle-ci. Et j'aurais aimé aussi à l'arrière qu'on ait vraiment un différentiel à glissement limité. Je suis tannant avec ça, j'aime le côté mécanique, parfois la programmation. Ça reste de l'électronique, ça aurait été tellement plus fun de faire un vrai retour à la source en arrière. Cependant, du côté des plus, vraiment un écran de belle dimension, 11,6 pouces et nouveauté, Apple CarPlay plein écran, pas juste une petite section à l'intérieur qui est affichée. On va avoir aussi la possibilité vraiment d'amener du stock de camping, tant à l'intérieur, la volumétrie du véhicule, la réaction de la motorisation est très le fun. Tout ce qu'on a fait aussi au niveau de la modification de la CVT, voire même au niveau du ratio du différentiel en arrière pour nous aider à grimper plus haut. On a vraiment une roue de secours qui a des TPMS à l'intérieur, pleine grandeur. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit, c'est pas trop grave. Et voire même si vous cognez sur des rochers, vous avez un ensemble de plaques de protection qui va vous permettre vraiment d'être sûr que vous revenez au bercail. Avec l'édition Wilderness, je vous le dis tout de suite, probablement qu'on va voir d'autres modèles de la gamme Subaru qui vont porter cet écusson-là et ça va être tant mieux parce que ça fait des versions qui reviennent à ce que c'était Subaru dans le passé, des véhicules qui sont capables d'aller plus loin que les autres. Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, de nous poser vos questions et commentaires. Alors, messieurs, on a quand même plusieurs questions et commentaires. Le premier commentaire qui revient à quelques reprises, évidemment, c'est les travaux dans la grande région de Québec et ailleurs qui entravent énormément la circulation et qui vient jouer sur la patience des gens. Et le commentaire n'est pas sur les travaux en tant que tels, mais sur la patience des gens ou l'impatience des gens qui commencent à jouer. Quand ça fait un été complet dans les cônes, je pense que c'est un peu normal qu'on commence à être impatient. Donc, courtoisie, s'il vous plaît. Et les gens se font couper, en bon français, une fois et après l'autre. Justement, la personne qui m'écrit a dit « Je me suis fait égratigner mon pare-choc tellement la personne m'a coupé et j'ai pas eu le temps de réagir parce que normalement, tu as un contact visuel ou tu as une main pour dire « Je vais te couper, je vais passer, je m'envoie. » Et là, on le fait de façon cavalière. Ça devient un peu tannant. Et quand les gens prennent le temps justement de signaler leur intention, ça devient aussi facile parce qu'une fermeture éclair, parce que toutes les voitures s'emboîtent une dans l'autre et ça accélère le... Mais je peux vous dire que je me suis emmené, quand je m'en venais vers le studio, j'ai passé par Henri IV, puis que la fermeture éclair, il n'y a pas grand monde. Il y en avait pas mal qui étaient coincés, je te dirais. Il faut vraiment changer. Comment ils appellent ça? Des curseurs. Oui, c'est ça. Ça prend de la patience parce que, et on dit, on espère qu'un jour, ces travaux-là, on va nous laisser un peu tranquille, mais c'est fini d'une place, ça recommence à l'autre. Alors. Mais c'est les travaux au même endroit qui usent. Henri IV, là, ça commence à Québec, ça commence à être
être long. Ah, mais Ça tu sais, fait n'importe plusieurs qui- années que c'est au même endroit Ouais, c'est un toujours fait. que tu as des C'est un entraves, fait. ça devient tannant. N'importe qui est resté dans la région de Montréal peut vous parler de l'échangeur à Brossard vers le pont Champlain. Écoutez, j'ai commencé à travailler au Guide de l'auto en 2004. Il y avait des travaux dans l'échangeur à Brossard au pont Champlain. Ils ont fini l'année passée. Ça doit être beau rare, là. Ça doit être beau et fonctionnel. Un gros OK. budget. Un gros budget. J'ai Raphaël. Raphaël, qui est un jeune étudiant qui dit qu'il a décidé de faire de la livraison comme travail d'appoint. Félicitations. Il livre des médicaments, double félicitations, et des enveloppes, rien de volumineux. Quelle petite voiture usagée vous me suggérez et à combien de kilométrage je devrais arrêter, donc le maximum de kilométrage? Je veux économique et fiable et je ne sais pas encore combien de kilomètres je vais faire par année. Et combien d'argent qu'il devrait. Qui veut. On ne le sait pas. C'est ça qu'on ne sait pas. Hein. On improvise. Ben, moi, je pense que s'il trouve à quelque part une Corolla hybride ou qu'il trouve un véhicule. Corolla hybride, ça va être récent, là. Ben, ça Pour va un être d'une étudiant. couple Ça va être d'années. cher. Une couple À la d'années. limite, même une Prius qui a Moi, quelques encore, années. ouais. S'il est capable de mettre la main là-dessus, ce serait génial parce qu'effectivement, en ville, c'est la portion la plus économique. Ouais. Mais à la limite, il peut même aller vers une Corolla ou même vers une Yaris, qui sont des voitures qui sont fiables, qui sont sans problème, qui sont sans souci. Du côté des Coréens, c'est peut-être un peu plus délicat parce qu'on ne connaît pas le budget. Donc, quand on va quelques années en arrière, Bien, un jeune étudiant qui décide de faire de la livraison comme travail d'appoint, moi, je joue dans les eaux de 5, 6, 7 000. 5, C'est ça. 6, 4, 5, 6, 7 000. Là. Ils n'ont plus bien. Donc, 23. une Accent automatique, une Rio automatique, une Versa pourrait faire le travail. Versa-Note, s'il est capable de mettre la main sur une Versa-Note, Puis le kilométrage, plus c'est idéal. toujours la même chose. À ce moment-là, achète un Micra. Un Micra. Un Micra, c'est là, pas vieux comme voiture. À Et la on sait limite- que c'est bon. à On la sait que c'est limite, bon. une Mitsubishi Mirage ferait la job. C'est garanti 10 ans. Écoute, c'est pas la voiture la plus raffinée, on est tous d'accord, mais si tu veux t'en servir pour faire de la livraison, garantie 10 ans, il n'y en a pas d'autres, là. C'est économique. Puis les gens qui ont des Mirages sont très contents puis veulent en racheter. Fait que c'est pas des véhicules à problème, comme je dis. C'est pas ultra sophistiqué, mais ça fait le travail. Puis le kilométrage, Daniel... Les médicaments vont arriver périmés. Non, non, c'est une blague. Mais un Micra, moi, je me fie à un Micra parce qu'ils ont fait de la course automobile avec des Micras. Ouais. C'était des véhicules stock et c'était pas crevable. Alors, je me dis, le moindre d'entretien que vous allez faire sur votre véhicule, la mécanique va vous traîner là, pendant des kilomètres et des kilomètres. Ce genre de petite voiture-là, on peut ajouter une Fit Aussi. qui est là-dedans, qui a les sièges modulables. Si des fois vous décidez de grossir un peu vos colis, Ouais. ça peut être une bonne idée. Inspection mécanique, évidemment, c'est la clé pour votre véhicule, pour l'inspection. Le kilométrage n'a pas vraiment d'importance si le véhicule a été bien entretenu, donc faites-le inspecter. C'est peut-être la clé. On reste justement du côté de chez Honda, où le HR-V de Honda m'intéresse. Je fais à peu près 6 000 km par année. Est-ce que c'est un bon achat? Est-ce que le modèle va changer bientôt? La réponse est oui. Hein? Oui. Effectivement, il se posait changer l'an prochain. Pas cette année, là, mais vraiment probablement pour un modèle 2023. Ce qui fait que ça va nous amener, probablement il va sortir quelque part au printemps là, 2022. C'est un bon véhicule, mais c'est pas un véhicule... Dans cette catégorie-là, je te dirais qu'il y a des options peut-être plus intéressantes. Le HR-V n'est pas un vilain véhicule. Il y a l'avantage, ce que tu parlais de la Fit au niveau des sièges, il y a cet avantage-là au niveau de l'espace intérieur, c'est vrai. Au niveau de la mécanique, au niveau de la conduite comme telle, c'est une minivan, minivan, là. Fait que je suis pas vraiment un fan du HR-V, pour être honnête. C'est pas dynamique à conduire, mais fiable économique. Un genre. Au niveau qualité des matériaux, en général, c'est bon. C'est bon. Je dis, c'est pas. Il y a d'autres choix sur le marché, mais ça va t'emmener quand même à plusieurs milliers de kilomètres. OK, on se vit un petit peu, messieurs. Là. Germain, il dit un Buick Regal 2012, 147 000 km. Il est propre, c'est incroyable. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Les freins sont neufs, l'alternateur est neuf, 8 pneus. On demande 7 500 C'est un véhicule que moi, je trouvais beau et dynamique, le Regal. Fun à conduire. C'était pratiquement, là, je comparais un peu aux Allemands, un A4 ou ces affaires-là, même une série 3.
On voulait aller chercher, parce que c'était un Opel, là, on le sait, Ouais. c'est un véhicule européen qu'on avait emmené ici. Mais ça n'a pas été une catastrophe. 7 500, s'il est si propre que ça, moi, ça me semble à peu près dans le prix. C'est souvent des véhicules qu'on connaît un peu, qu'on a un historique, et le kilométrage n'est pas élevé et le montant d'argent n'est pas élevé. Alors, si la propriété est là, tu as 8 roues, 8 pneus avec le véhicule, bon, c'est 7 500. On peut essayer à 7 000, là, mais je peux te dire quelque chose. C'est quand même... Mon côté serait... Moi, je dirais à 7 000, pas plus. Mais pas moi qui l'achète. Allez à 7 500. Parce que le moteur t'appeler 2 pour ma litres prochaine est négociation. quand même correct. Il n'y a pas de catastrophe avec le moteur Non, 2 litres. on n'a qui pas est dans entendu ce parler. Pas véhicule. du tout. Puis tu l'as dit, c'est un véhicule qui était le fun à conduire. C'est un véhicule, en fait, qui a même été dommage quand on l'a abandonné parce que beaucoup de gens l'aimaient beaucoup. On avait des versions qu'on avait aux États-Unis qu'on n'a pas eu ici, mais c'est vraiment un véhicule qui était intéressant, là. OK. Une question un peu spéciale de M. Turgeon qui dit qu'il y a un Saturn Vue 2008 orange hybride, puis qui a acheté une nouvelle batterie usagée. Puis il veut savoir comment garder la batterie usagée chargée jusqu'au temps de remplacer la nouvelle. Moi, je vous conseille de ne pas faire ça. Vous l'avez acheté, gardez-la comme ça. Et la batterie a besoin du système de la voiture de charge pour être chargée adéquatement. Sinon, vous allez envoyer trop de courant, pas assez de courant, ce qui peut endommager la batterie. Donc, on n'y touche pas tant qu'elle n'est pas installée sur le véhicule. Tout à fait d'accord. Et Ça fait partie des l'entreposage. problèmes. Puis attention comment vous l'entreposez, qu'elle soit entreposée dans un endroit extrêmement sec, évidemment, bien protégé, parce que c'est le genre de truc qui peut effectivement vieillir très, très rapidement. Pas laisser ça sur le ciment directement. Non, Tu sais, jamais. tu mets un carton en dessous pour déposer la batterie, pour pas que l'humidité passe, du plancher passe au travers. Mais Elle ne doit pas être entreposée longtemps non plus. non plus. Non. Rapidement, anti-rouille sur Camry 2021, le concessionnaire ne recommande pas. Ouais. Pourquoi? J'ai entendu parler de ça aussi. Ouais. J'avoue, honnêtement, Ouais. moi, je suis un fan des anti-rouilles. En général, c'est la première affaire que je suggère à tout le monde. Si on veut garder la voiture longtemps, pourquoi on ne la ferait pas faire? Je ne sais pas. Je sais Certains pas. concessionnaires ne conseillent pas, d'autres concessionnaires les conseillent. Certains concessionnaires ne conseillent pas l'anti-rouille si ce n'est pas eux qui vendent l'anti-rouille. Justement. Ouais. Vérifiez le tout, mais allez dans un endroit recommandé d'anti-rouille et professionnel, et eux vont probablement vous faire l'anti-rouille et l'appliquer là où il le faut. Même les véhicules électriques, véhicules hybrides branchables, peuvent avoir des anti-rouilles s'il est bien appliqué. C'est primordial, c'est l'application. Ouais. Je sais qu'au niveau Audi, par exemple, c'est pas recommandé d'avoir un anti-rouille sur les véhicules électriques. Alors, si c'est un véhicule hybride de Toyota, peut-être qu'il y a des restrictions aussi qu'on ne s'est pas renseigné dernièrement, mais Mais il y a pas des, mettre rien des qui coule. spécialistes d'anti-rouille pour les hybrides, attention. Si les manufacturiers ne recommandent pas l'anti-rouille sur leur véhicule, qu'ils le disent clairement, ouais. qu'ils l'indiquent clairement, et s'ils ne le recommandent pas, bien qu'ils protègent mieux leur véhicule à la fabrication. Ou qui offre une garantie conséquente. Voilà. Merci, messieurs. Fait plaisir, mon cher. On se revoit la semaine prochaine. Certainement. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.